Bonjour à tous et merci à tous nos intervenants de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci aux internautes de nous suivre à l'occasion de cette matinale organisée par l'Ordre national des infirmiers. Les violences intrafamiliales sont une réalité sociale. Pas un jour ne se passe aujourd'hui sans qu'on entende parler dans les médias de violences au sein de la sphère familiale, féminicide, maltraitance ou encore inceste. Ce phénomène, aggravé par la crise sanitaire et le confinement, est aujourd'hui un enjeu de santé publique majeur, qui touche tous les milieux socio-culturels, y compris les plus aisés. Les violences intrafamiliales recouvrent les violences conjugales au sein du couple, sur la violence sur les ascendants et aussi à l'égard des enfants. Quelques chiffres, selon les données de la HAS, en moyenne en France, 219 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences physiques et ou sexuelles, commises par leur partenaire au cours d'une année. En 2018, plus de 52 000 enfants ont été victimes de violences et plus de 27 000 plaintes pour violences sexuelles à l'égard des enfants ont été enregistrées. Ces violences, commises le plus souvent à l'abri des regards extérieurs, prennent des formes multiples, physiques, sexuelles, verbales, psychologiques ou encore sociales. C'est dans ce contexte qu'une stratégie nationale de lutte contre les violences intrafamiliales a été mise en place. Déclarée grande cause du quinquennat Macron, la lutte contre les violences conjugales a fait l'objet de l'organisation d'un Grenelle des violences. Ainsi, l'adoption de 2 lois a vu le jour, en décembre 2019 et en juillet 2020, portant dans ces lois des mesures principales comme la suspension du droit de visite de l'hébergement mineur, du parent violent, la possibilité notamment aussi de la levée du secret médical ou encore la mise en place du bracelet anti-rapprochement permettant de géolocaliser en temps réel l'auteur des violences. Depuis plusieurs années, des numéros d'appel ont également été mis en place pour informer et alerter. Le 119 pour l'enfance en danger, le 3919 spécialisé dans les violences faites aux femmes, ensuite le 3977 concernant la maltraitance des personnes âgées ou des majeurs en situation de handicap. Patrick Chamboredon, vous êtes président de l'Ordre national des infirmiers. Pourquoi avez-vous souhaité organiser cette matinale ? Bonjour à tous, merci Benjamin de cette présentation et de ces chiffres. Les chiffres sont tellement éloquents que ça semblait être une évidence pour développer aujourd'hui cette matinale et la proposer, puisque les infirmiers sont les parties prenantes les plus proches. On va rappeler les 750 000 infirmiers répartis sur le territoire, des modes d'exercice très disparates, très éloignés à la fois du métier du soin et aussi au plein cœur du soin. Et donc vraiment des acteurs clés de la détection et de la prise en charge tout au long de la vie de ces violences intrafamiliales qui sont un vrai problème de santé publique actuellement. Les infirmiers, par leur exercice professionnel, ils sont conduits à identifier et à prendre en charge des victimes. Et donc ils sont réellement, comme on a l'habitude de dire, en première ligne, et notamment ceux qui exercent à l'hôpital pour les violences qui sont admises et qui sont détectées, que ce soit des traumas faciaux, quand on arrive aux urgences, ou des problèmes ORL, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme dégâts qui sont faits dans des accès comme ça. Donc, les infirmiers en libéral, eux, le voient, le détectent directement auprès, dans les domiciles, dans le contexte social des familles, et sont à même d'identifier cette maltraitance qui relève du domaine du domicile et vraiment intrafamiliale au plus près de la réalité du terrain. Et donc l'Ordre, en 2021, suite au deuxième mandat que j'ai l'honneur d'exercer, a souhaité monter face aux grands enjeux de santé publique et, vous l'avez rappelé, à la volonté politique de créer un Grenelle des violences intrafamiliales, une commission dédiée à cette problématique-là. Et donc nous avons souhaité faire cette matinale modestement, parce que les infirmières, 85% sont des femmes, et donc a priori plutôt concernées ou risquent d'être concernées une fois dans leur vie, sont aussi des mères. Et donc il faut faire de l'éducation, de la pédagogie, et ça nous a semblé essentiel. Et donc on a souhaité réunir ce panel-là, que je remercie d'être présent, pour justement mieux cerner, mieux comprendre, vulgariser et complètement expliquer à tous ceux qui regarderont cette matinale qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il faut faire, et bien entendu être acteur plus avant que ce que l'on est actuellement. Bien entendu, c'est aussi du prosélytisme pour notre profession, puisque il faut qu'on amène tous les infirmiers à être sensibilisés à ça et aussi les remettre sur le devant de la scène en rappelant justement ce rôle clé que l'on peut avoir. Et puis, tout ce que vous allez nous apporter, chacun ici autour de la table, pour pouvoir mieux mettre en œuvre pour chacun des infirmiers qui seront vus, touchés par cette matinale, avec des numéros d'appel, des conduites à tenir et des repérages, pour mieux lutter contre ce fléau actuel.
Merci Monsieur le Président. Je vais désormais vous présenter les intervenants qui ont accepté de participer à cette matinale. Alice Casagrande, présidente de la Commission de lutte contre la maltraitance et de la promotion de la bientraitance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Françoise Brier, directrice générale de la Fédération nationale de solidarité des femmes, qui gère le numéro d'appel 3919 et présidente également de la commission violences faites aux femmes au sein du Comité national des violences intrafamiliales créé en 2020, dont l'Ordre national infirmier est également membre. Pierre Lemaire, infirmier et capitaine sapeur-pompier des Yvelines, infirmier anesthésiste également, consultant en droit de la santé et coordinateur de la cellule médico-juridique du SDIS 78, également expert judiciaire auprès de la Cour d'appel de Versailles. Pascal Vigneron, directeur du 119 du groupement d'intérêt public de l'enfance en danger. Et ensuite, Véronique Péché, qui nous rejoindra plus tard en plateau, membre de la commission santé publique et vice-présidente de l'Ordre national infirmier, qui est en charge du dossier des violences intrafamiliales et qui nous rejoindra donc au cours de l'émission. Pour commencer cette matinale, nous allons donc commencer par donner certains éléments contextuels sur le phénomène des violences intrafamiliales aujourd'hui. Alice Casagrande, vous présidez actuellement la commission de lutte contre la maltraitance et de la promotion de la bientraitance au sein du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Quel est son rôle et quelles sont ses missions ? Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Merci beaucoup de cette invitation. La Commission nationale a été créée en 2018. Elle est transversale à tous les publics. C'est une spécificité par rapport à beaucoup d'autres intervenants ou espaces de débat. Ça veut dire qu'elle s'intéresse aussi bien aux violences dans les familles, mais aussi dans les établissements. On en a beaucoup entendu parler, bien sûr, je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Elle s'intéresse aux violences dans les familles, dans l'espace privé qu'elle concerne, les femmes adultes, les mineurs, les publics en situation de vulnérabilité, par exemple malades ou bien en situation de handicap ou avancés en âge. Sa vocation, c'est de proposer des mesures concrètes pour la politique publique, une politique publique qui aujourd'hui travaille sur certains points, sur certains moments, parfois certains moments de crise, poussent les politiques à proposer des mesures. Et la Commission, elle a un rôle qui est d'être vigilante dans la durée sur tous les publics sur lesquels elle estime qu'il n'y a pas encore assez de concertation, de travail en commun, de formation et véritablement d'engagement d'une société tout entière pour protéger les personnes les plus exposées. Elle a réalisé deux choses principales, cette commission. D'abord, elle a réalisé un vocabulaire partagé concernant la maltraitance. Ça n'a l'air de rien, on se dit, on sait tous à peu près ce que c'est, la maltraitance. En fait, jusqu'ici, la maltraitance n'avait jamais eu de définition dans la loi, sauf concernant les mineurs, bien sûr. Et donc, pour tous les autres publics vulnérables que je viens de citer, on n'avait pas de terme partagé, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas agréger des données, on ne pouvait pas créer de la recherche, on ne pouvait pas donc mieux connaître le phénomène. Si ce n'est bien sûr des statistiques du ministère de l'Intérieur, par exemple, vous en avez cité certaines. Et puis, un autre problème, et évidemment tous ici le savent bien, c'est que sur ces questions de maltraitance, il faut travailler ensemble. On ne peut pas seul, isolé, quel que soit son angle de vue, travailler à résoudre ce sujet sans partenariat. Or, quand on n'a pas de vocabulaire commun, eh bien, c'est assez compliqué de travailler en partenariat. Donc, 1 an et demi de travail, avec l'Ordre national des infirmiers, bien sûr, mais aussi les médecins, les pharmaciens, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, mais aussi les notaires, les avocats, les magistrats, et puis, bien sûr, professionnels de terrain, personnes concernées qui avaient été ou qui sont exposées aux situations de maltraitance. La méthode que nous avons utilisée, celle de la Haute Autorité de Santé, donc un consensus formalisé, 1 an et demi, et on a réussi à se mettre d'accord. Croyez-moi que ce n'était pas une mince affaire, ce n'était pas gagné d'avance. Et puis, nous avons eu ensuite le combat de faire inscrire cette définition que nous avions réussi à élaborer collectivement dans la loi. C'est chose faite depuis le 7 février 2022, la loi d'Adrien Taquet concernant la protection des enfants. Je le redis, cette loi, elle installe une définition qui n'est pas que pour les enfants, mais pour tous les publics. Donc, quand vous avez un doute, est-ce que c'est de la maltraitance ou non, regardez l'article 23 de la loi du 7 février et j'espère que ça vous éclairera un peu. Dernière chose que fait la Commission, après s'être installée et avoir décidé de proposer un vocabulaire commun à tous, elle a engagé un travail de concertation sur le traitement des alertes. Il y a une alerte, il y a un signalement, il y a une information préoccupante, pour reprendre le vocable de la protection de l'enfance. Qu'est-ce qui se passe ? Qui se mobilise ? Dans quel délai ?
quelles sont les difficultés, quels sont les points d'appui, où est-ce qu'on se parle, est-ce qu'on a les outils juridiques. Tout ça, ça ne s'improvise pas. Et donc, grâce à un financement de la Caisse nationale Solidarité Autonomie, nous avons sur 3 ans une production de données probantes pour faire des propositions pour la politique publique. Voilà, donc c'est une commission discrète, mais on espère qu'il propose des choses structurantes à tous les acteurs, en complément bien sûr des autres actions. Merci beaucoup. Françoise Brié, désormais, vous travaillez au quotidien avec le milieu associatif. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire un petit peu plus sur les personnes qui sont victimes de violences intrafamiliales ? Oui, alors la Fédération nationale Solidarité Femmes, c'est un réseau de 73 associations partout en France, donc proche certainement des infirmiers et des infirmières. Nous avons aussi créé la ligne d'écoute nationale 3919 Violences Femmes Info en 1992. Et dans les données qu'on recueille à la fois dans les associations et au 3919, on voit bien que tous les milieux socio-économiques sont touchés, tous les âges. Principalement au 39-10, c'est plutôt les femmes entre 25 et 45 ans, mais on a des femmes aussi très jeunes, même parfois avant 15 ans, pour nous l'intérêt aussi de travailler avec le 119, mais aussi des femmes âgées, plus âgées. Donc on voit que tous les âges sont concernés. On a vu ces derniers féminicides, cette jeune femme de 14 ans qui a été tuée. Mais on a aussi dans les féminicides qui surviennent toutes les semaines, puisqu'on a une femme tuée tous les 3 jours, on voit bien que 80% sont des femmes et que dans les 20% qui restent, les auteurs de violences étaient aussi présents et donc c'était une réaction des femmes pour se défendre. Et donc les catégories socio-professionnelles, eh bien, ce sont voilà, tous les milieux. On a des femmes effectivement qui ont des niveaux, qui sont avocates, médecins, infirmiers, infirmières, mais aussi voilà, des femmes qui sont dans la précarité. Et donc, ça touche évidemment tous les milieux socio-économiques. Et on sait très bien qu'on a des facteurs aggravants. Toutes les femmes peuvent être touchées par les violences, mais elles peuvent être d'autant plus impactées par la violence qu'elles ont eu, par exemple, des violences pendant l'enfance. On a des facteurs aggravants comme l'utilisation de stupéfiants ou d'alcool, qui favorisent les passages à l'acte les plus graves. On sait que la séparation, par exemple, est une période à risque. Au moment où la femme cherche à partir, c'est là où on sait que 30% des féminicides sont commis. Donc on a évidemment des éléments à la fois généraux dans la société, qui sont souvent dus aussi à une question de sexisme dans la société, mais aussi des facteurs aggravants qui là sont plus individuels sur chaque femme concernée. Mais voilà, tous les milieux socio-économiques sont concernés et au 39-19, on a une vision en tous les cas dans nos statistiques de cette question et qui le démontre. Merci beaucoup. Pascal Vigneron, désormais, s'agissant des violences commises vis-à-vis des nourrissons, des enfants et des adolescents, quel état des lieux pouvez-vous dresser aujourd'hui ? Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Un petit rappel concernant le 119, il a 32 ans d'existence. Donc maintenant, effectivement, il est bien inscrit, je dirais, dans la connaissance professionnelle et citoyenne. Effectivement, on note une évolution du nombre d'informations préoccupantes concernant les mineurs. Est-ce qu'on doit effectivement s'en inquiéter? Est-ce qu'il y a plus de violence ou est-ce qu'il y a plus de prévention et plus de connaissances? Et de fait, les gens en parlent plus. C'est ce qui est intéressant effectivement à observer. Aujourd'hui, le service national 119, c'est 40 000 sollicitations par an et en constante évolution annuellement. Les problématiques, un petit peu comme le 3919, finalement, touchent toutes les catégories socio-professionnelles et tout type de personnes, à tout âge. Effectivement, en lien avec Alice et tout le travail qu'on a pu mener, on voit bien effectivement la notion de vulnérabilité, elle touche tout âge. Les enfants, effectivement, sont en danger et les parents sont en difficulté. Il est essentiel, effectivement, et via le 119, qu'on puisse soutenir les parents dans leur parentalité et leurs difficultés du quotidien. Voilà pourquoi, effectivement, le 119 n'est pas que pour les enfants, mais bien aussi pour les adultes, pour les accompagner dans leur parentalité et les problématiques, effectivement, de gestion des enfants et puis des gestions aussi parfois de couple, et notamment en lien avec le 3919, parce que le couple a des répercussions sur l'enfant, notamment dans le cadre de violences conjugales. Donc il est essentiel, effectivement, d'avoir un focal sur la famille au sens large. Merci beaucoup. Françoise Brié, à nouveau. Pouvez-vous nous expliquer comment se fait-il que la majorité des situations soient aujourd'hui passées sous silence pendant plusieurs mois, voire pendant plusieurs années ? Oui, c'est juste pour introduire, c'est vrai qu'on voit quand même, malgré tout, que les femmes parlent. Le 3919, il est là aussi pour le démontrer, puisqu'on a pris en charge 92 000 appels en 2021, même si et dont majorité étaient des femmes victimes de violences conjugales et aussi de violences sexuelles.
Donc ce que je veux dire là, c'est que les violences conjugales, c'est aussi pour les femmes quand même la honte et la culpabilité. D'où l'intérêt aussi d'avoir une ligne d'écoute anonyme et confidentielle. Et puis on a la question pour ces femmes du cycle de la violence. On sait très bien qu'il y a une stratégie de l'auteur des violences qui les maintient sous une emprise. D'abord, elles ont peur, elles sont terrorisées. Parce qu'il les menace, si tu pars, je te tue, je tue les enfants, je vais me suicider. Et puis, on a aussi donc à la fois parfois des violences économiques, c'est-à-dire comment l'auteur des violences les maintient sous une dépendance économique qui fait que c'est compliqué de partir. Où est-ce que je vais aller? Est-ce que je vais être hébergée quelque part avec mes enfants? La question aussi des traumatismes aussi vécus par ces femmes, elles sont dans un état de fatigue générale, elles ont des troubles aussi et des pathologies diverses, hein. Elles peuvent être déprimées, elles peuvent aussi avoir des conséquences sur leur santé très importantes qui font qu'elles ont des difficultés effectivement à entamer des démarches. Et puis tout le processus judiciaire qui peut être parfois très long. Parfois aussi, elles ont des pressions de la famille. Donc on voit que tout ce système, finalement, avec ces cycles de la violence, avec des phases de rémission, vous savez que dans le cycle de la violence, vous avez à la fois des crises de violence, et puis après, l'auteur va s'excuser, redevenir sympathique, ce qui fait que les femmes ont l'impression que les choses vont s'arranger et elles vont rester avec l'agresseur. Et puis la question des enfants aussi, partir avec mes enfants. Parfois, les femmes ont peur de séparer l'enfant du père. Et parfois, du fait des violences subies par leurs enfants, ça va déclencher effectivement un départ. Et Pascal l'a dit, c'est au moins 40% d'enfants maltraités dans les violences conjugales. Au 39-19, c'est 20%. 20% des femmes qui parlent de leurs enfants dans les violences en disant qu'ils sont maltraités directement ou exposés aux violences. Donc tous ces éléments font que ça peut être extrêmement compliqué pour les femmes de partir. Je pense que le rôle effectivement des professionnels de santé et dont les infirmiers et les infirmières, c'est évidemment de repérer, de tirer des fils, mais on en parlera peut-être après. Mais c'est vrai que les violences, c'est tous ces éléments, à la fois des conséquences sur la santé, une emprise due à la stratégie de l'agresseur, une situation économique qui peut être très dégradée, la question des enfants, et toutes les réponses qui sont extrêmement complexes pour les femmes. Mais voilà, il y a des solutions et elles peuvent sortir de la violence avec l'aide évidemment de professionnels dans un parcours qui peut être très, très important pour elles. Et la sortie de la violence, elle existe et elle peut être très positive. Merci beaucoup. Après ce bref état des lieux, intéressons-nous désormais aux moyens d'action dont disposent les citoyens, les professionnels et les victimes pour une meilleure détection, une meilleure prise en charge de ces violences et une meilleure protection. Pascal Vigneron, quel est le rôle de la prévention et notamment des numéros d'écoute? Comment fonctionne concrètement le numéro 119 dont vous vous occupez? Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, la prévention, elle est essentielle. Elle est essentielle, effectivement, pour les citoyens, par les citoyens et par les professionnels. Effectivement, il faut arriver au plus tôt dans les situations. Souvent, on entend parler de signalement. Non, on est dans l'alerte. À un moment donné, quand on se pose la question de savoir si une personne, je vais élargir, vulnérable est en difficulté, avant même d'être en danger, il faut en parler. Il faut effectivement, on parlait tout à l'heure effectivement de la notion de partenariat, il faut s'adresser effectivement à des personnes compétentes pour questionner finalement si ce qu'on voit, ce qu'on constate, ce qu'on imagine peut être vrai et quels sont les moyens effectivement de soutenir les familles ou la personne dans les difficultés qu'elle rencontre. Le 119, c'est à la fois une plateforme d'écoute téléphonique, mais pas que. Il y a aussi une plateforme, je dirais, numérique, via un chat exclusivement pour les mineurs et via un formulaire en ligne pour l'ensemble des citoyens et très exploité d'ailleurs par les professionnels, qui est un bon moyen et un bon vecteur effectivement de venir déposer une situation qui sera ensuite étudiée par des équipes de professionnels. Donc le 119, il fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qui est aussi une opportunité pour que tout à chacun, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, puisse livrer effectivement ses questionnements. C'est des professionnels qui sont au bout du téléphone, des professionnels de la protection de l'enfance qui sont de formation psychologues, travailleurs sociaux ou juristes et qui sont formés par nos services pendant plus de 80 heures justement sur différents fondamentaux, mais essentiellement sur le recueil de la parole et la méthodologie de la parole, ce qui est essentiel. La plateforme 119, c'est aide, soutien, conseil, accompagnement, orientation. On n'est pas une plateforme de signalement, on est bien effectivement sur la notion de prévention, à réfléchir ensemble sur la situation pour voir quelles sont les clés de lecture, quelles sont les clés d'orientation possibles.
Si effectivement la situation elle nécessite à un moment donné une intervention via le conseil départemental, qui reste chef de file de la protection de l'enfance, nos services élaboreront avec l'appelant la stratégie et transmettront ensuite au département. Le département ira ensuite évaluer la situation auprès de la famille, auprès de l'enfant, pour effectivement vérifier si l'enfant est en danger. Et dans ce cadre-là, de proposer des aides à la famille. Et si la famille, effectivement, n'est pas dans la volonté d'être aidée ou dans le déni de ses difficultés, on passera sur l'axe plutôt juridique qui viendra imposer des décisions permettant effectivement de protéger l'enfant. Il faut savoir, c'est que je disais tout à l'heure, 40 000 situations sont traitées par an. 1 sur 2 fait l'objet d'une information préoccupante. Donc on voit bien effectivement tout l'intérêt du 119 en termes de prévention. Et de fait, pour glisser par rapport aux infirmiers qui ont une posture, une place essentielle effectivement dans la relation directe avec les familles. Je pense qu'effectivement, quand on est soignant de manière globale, il y a une vraie confiance qui s'installe très rapidement. Hein. On est dans un rapport souvent duel, souvent en lien avec le corps. Souvent, effectivement, quand on rencontre un infirmier, on est plutôt dans quelque chose avec une certaine forme d'émotion parce qu'il y a une problématique de soins derrière. Donc il est vraiment essentiel que les infirmiers, dans ce rapport à l'autre, puissent questionner. Il faut dire les choses. Je pense, et souvent on l'a vu, Françoise, hein, on a beaucoup de témoignages, j'attendais qu'il me pose la question. Donc voilà, à un moment donné, il faut dire les choses. Il n'y a pas de tabou dans la violence conjugale, il n'y a pas de tabou dans la violence faite aux enfants. Si la personne est en difficulté, elle va dire les choses. Un enfant va parler très librement, un adulte un peu moins. Donc il faut le permettre. Et vraiment, l'infirmier doit permettre effectivement ce lien. Après, chacun doit rester dans son corps de métier. Quand on recueille la parole, il est essentiel d'avoir une très très grande vigilance à ne pas induire effectivement des orientations, et notamment face aux actes subis ou aux acteurs qui auraient fait subir effectivement les violences. Donc quand on permet la parole, il faut pouvoir l'accueillir et pouvoir la partager. Ce que disait encore tout à l'heure Alice sur la notion de partenaire. Voilà, infirmier, vous êtes en contact, vous avez effectivement des éléments d'inquiétude, vous vous questionnez, cette situation, il y a quelque chose, je n'arrive pas très bien à décrypter. Le 119 peut être un levier, effectivement, tout en respectant bien sûr les protocoles internes aux institutions dans lesquelles l'infirmier travaille, mais le 119 peut être un levier à un moment donné pour réfléchir sur la situation et trouver ensemble des préconisations. Merci beaucoup, Monsieur Vigneron. Je me retourne vers vous, Madame Françoise Brié. Dans le cas des violences conjugales, vous insistez sur le devoir d'alerte. Comment est-ce que l'on apporte des réponses individualisées aux femmes? Alors, c'est vrai que ce qu'a dit Pascal, effectivement, ça peut aussi se mettre aussi au niveau de la ligne d'écoute nationale et des violences à l'encontre des femmes. Toute personne peut appeler le 3919. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 également. Ça peut être les professionnels qui peuvent aussi y prendre des conseils, voir un peu comment agir face à une femme victime de violence, que ce soit dans la famille, dans les proches, mais aussi les professionnels de santé. On a la possibilité pour ces femmes, avec l'écoutante, qui va tirer les fils de l'histoire de violence, qui va permettre aux femmes de s'exprimer. Ce qu'il est important de dire, c'est que dans les violences à l'encontre des femmes, ce qui est important, c'est de repérer, mais de repérer aussi avec un positionnement particulier qui doit rester dans la confidentialité et l'anonymat, c'est-à-dire pouvoir interroger une femme si on va au domicile, en l'isolant, voilà, pour que l'auteur des violences ne soit pas présent, ou même des membres de la famille, en ayant aussi un repérage par des signes d'alerte, hein, par exemple une femme qui ne sort jamais de chez elle, qui est surveillée, des SMS répétés, la façon dont le comportement aussi de l'agresseur va pouvoir induire ces questions et ce repérage. Et puis ensuite, évidemment, il ne s'agit pas de faire à la place d'eux, il s'agit d'accompagner les victimes dans leur démarche. Et pour là, on peut aussi s'appuyer sur les réseaux associatifs, hein, qui sont extrêmement nombreux en France. Vous avez la Fédération nationale Solidarité Femmes et ses 73 associations, vous avez les CIDF, il y a toujours les associations de France Victimes, il y a toujours une association qui se trouve dans la proximité, vers lesquels les professionnels de santé peuvent s'adresser. Et puis pour les proches également, ils peuvent aussi appeler le 3919 pour avoir ces éléments. Mais voilà, il ne s'agit pas de faire à la place des victimes, il s'agit vraiment de les accompagner en sachant qu'il y a des périodes à risque.
Partir, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être une période de danger, donc il faut bien préparer le départ. Il faut pouvoir donner des conseils avisés et expérimentés aux femmes pour ne pas les mettre en danger de revictimisation, c'est-à-dire d'avoir à nouveau des nouvelles violences, parce que l'agresseur, une fois qu'il sait qu'elle a parlé, il va essayer de l'éloigner finalement des professionnels qui ont entendu sa parole. Donc voilà, d'où l'importance aussi de pouvoir travailler en réseau avec les partenaires associatifs, professionnels de santé, pour qu'on ait effectivement, qu'on recrée autour de chaque victime un réseau professionnel qui va lui permettre de pouvoir s'appuyer en fonction des rôles de chacun et de chacune et de ses interventions. Voilà, pour nous, dans le réseau Solidarité Femmes, il y a des centres d'hébergement spécifiques qui peuvent mettre les femmes en sécurité. Vous avez aussi la possibilité d'être accompagné hors hébergement, de pouvoir aussi travailler en articulation effectivement avec les différents professionnels de santé pour que chacun et chacune puisse à un moment donné du parcours des femmes s'appuyer sur les autres professionnels dans le cadre du secret professionnel partagé pour pouvoir au mieux accompagner les femmes. Merci beaucoup. Alice Casagrande, concernant les violences survenues au domicile des personnes âgées, et en particulier celles en situation de dépendance et de vulnérabilité, comment réagir ? Merci de me poser cette question parce que je voudrais d'abord faire un constat, c'est que ce qui existe pour les femmes et qui existe pour les enfants n'est pas du tout aussi clair pour les adultes en situation de vulnérabilité. Nous n'allons pas parler des enfants en situation de handicap, mais on pourrait le faire. C'est aussi un public particulièrement exposé à domicile, public exposé sur lequel les alertes sont plus rares. Et ça n'est pas parce qu'il n'y a pas d'effet, c'est parce que cette émancipation de la parole dont il est question ce matin n'a pas encore toujours rejoint tous les publics. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à ça? Comment ça se présente? Peut-être dire que pour les personnes qui sont en situation de handicap ou avancées en âge, on a deux types de problèmes. Premier problème, c'est qu'on n'est pas toujours très certain de ce qu'on voit. On n'est pas certain, mais par exemple parce que la personne, elle a des troubles cognitifs, elle nous dit quelque chose, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on peut comprendre, entendre, retenir. On peut aussi, pour les publics en situation de handicap, évoquer des difficultés qui seront des difficultés de langage, par exemple. Là, un infirmier, mais tout professionnel de l'accompagnement social ou de santé, va se dire qu'il y a une nécessaire prudence. Et c'est bien compréhensible. La difficulté, c'est comment va-t-on réussir à y voir clair avec ces signaux qui ne sont pas toujours si lisibles que ça. Deuxième problème, ce sont les conflits de loyauté. On a des personnes âgées, des personnes en situation de handicap avec leur conjoint, leur fils, leur fille, leur frère, qui va s'installer chez elles, profiter de leurs biens, profiter de leur appartement, qui va venir se servir financièrement des ressources qu'elles ont, qui va peut-être passer à l'acte physiquement ou bien psychologiquement. Et là, on a des personnes, et c'est très connu de tous les professionnels de santé, de l'accompagnement social, qui vont dire « je ne veux pas qu'on fasse quoi que ce soit à mon petit-fils ». Je ne veux pas nuire à mon conjoint. Et donc, cette ambivalence qui a déjà été citée, c'est quelque chose qui est très douloureux à vivre pour les intervenants. Parce que, madame, monsieur, vous ne devriez pas vivre avec ça n'est pas normal. Est-ce que vous avez mal? Oui. Vous savez, on peut faire quelque chose, on peut appeler ensemble le 3977, le pendant, bien sûr, ça a déjà été dit, du 119 pour les adultes en situation de handicap ou avancés en âge. Donc, on a cette double difficulté, repérage qui n'est pas toujours simple, conflit de loyauté à l'intérieur de la sphère et de l'écosystème qui a déjà été aussi évoqué. Et puis, il faut ajouter qu'on n'a pas toujours très envie de voir. On n'a pas forcément le temps, la disponibilité. On est parfois dans des interventions où on pense déjà à l'intervention d'après, et c'est connu pour tous les intervenants, y compris de santé. On est tout d'un coup face à quelque chose qui nous rend perplexe, peut-être qui nous serre le cœur. Que faire? On voit bien que c'est important d'ouvrir la parole de façon large parce que les intervenants doivent sentir qu'ils ne sont pas seuls lorsqu'ils voient ce qu'ils voient, lorsqu'ils comprennent ce qu'ils comprennent. Il se trouve que j'ai été pendant 2 ans et demi membre de la commission d'investigation des violences sexuelles dans l'Église catholique, la SIAZ, qui a rendu son rapport en octobre dernier, et j'ai reçu des témoignages d'hommes de 75 ans qui me parlaient de ce qu'ils avaient vécu à 5, à 8, à 12 ans, et toute une vie parfois de silence. Alors c'est vrai qu'il y a ces questions de peur des représailles, peur de partir, peur pour les enfants, mais il y a aussi des victimes qui se trouvent, et des personnes âgées ou en situation de handicap, qui se trouvent face à un silence social, qui essayent de commencer à dire et qui ne sont pas entendus. Et de ce point de vue, je pense que les infirmiers ont un rôle absolument majeur, parce que cela a déjà été dit, c'est une situation d'intimité, c'est une situation de confiance, et par conséquent, c'est vrai que ce n'est pas les interlocuteurs, entre guillemets, normaux, classiques de ça, mais ils se retrouvent avec ça. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument les aider.
Je dirais une dernière chose, c'est qu'on a quand même en France un certain retard sur la prise en compte de ces publics. Je l'ai dit avec un peu de force en commençant cette réponse à votre question, Benjamin. La Grande-Bretagne a installé une coordination obligatoire pour les adultes victimes de maltraitance en 1990. Nous sommes 30 ans plus tard et nous n'avons toujours rien d'obligatoire sur les territoires. Deuxième chose, au Québec, nous en sommes au 3e plan de lutte contre la maltraitance des aînés. Et en France, nous n'en sommes pas là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'il faut un volontarisme politique. C'est un mauvais sujet, la maltraitance. Hein, c'est un sujet qui ennuie tout le monde. On se dit, ah ben, ça va être une question de moyens, ça va être une question de formation. Ah oui, mais on tombe sur cette sphère intrafamiliale et alors là, on est dans la confusion. Je voudrais citer pour finir ce moment qui m'a beaucoup touchée, diffusion d'un film, d'un ciné-concert qui s'appelle L'Enfant du silence, qui est un ciné-concert remarquable de sensibilisation sur les violences sexuelles sur mineurs. On est face à 400 lycéens et collégiens, les musiciens et l'auteur de ce ciné-concert, Olivier Savignac, anime cet après-midi avec eux. On vient de voir un film. Et il y a une première question d'une adolescente qui est « Est-ce que vraiment la violence sexuelle a lieu dans la famille ? Je ne comprends pas. » Première question. Deuxième question, autre adolescente. « Et si mon amie vient m'en parler, mais elle me dit « Ne dis rien, je veux que t'en parler qu'à toi. » Donc voilà, on voit que ça nous met face à des impuissances individuelles et collectives. Raison pour laquelle le partenariat a encore une fois toute sa place. Mais pas que le partenariat à l'initiative des acteurs de terrain. Je crois que là, le politique a toute sa place et nous, on a l'intention de le lui rappeler. Merci beaucoup, Madame Casagrande. Vous l'avez dit, et le président Chamboredon l'a également souligné en ouverture, le rôle des soignants, et particulièrement des infirmiers, est essentiel dans le cadre de ces violences intrafamiliales. Pierre Lemaire, vous qui êtes infirmier et capitaine sapeur-pompier, également infirmier anesthésiste, pouvez-vous nous préciser le rôle de l'infirmier dans le cadre de l'accueil d'une personne victime de violences au sein des urgences, par exemple ? Déjà, merci de m'avoir reçu. Notre rôle, nous, au niveau des infirmiers, c'est plutôt quand il se pose des violences intraconjugales et que ces gens-là sont reçus d'une façon institutionnelle aux urgences, mais aux urgences d'un établissement de santé. Notre rôle va être plus dans l'accompagnement. Parce que nous n'avons pas, si vous voulez, les moyens dont disposent, par exemple, les unités médico-judiciaires qui, eux, vont intervenir et vont passer, comment dirais-je, la patiente, éventuellement victime d'un viol, on va imaginer ça, à tous les examens, etc., mais sans tenir compte réellement de la personne. Là, effectivement, dans ce cadre-là, hospitalier, effectivement, l'infirmier va avoir un rôle d'accompagnement, de se rapprocher de la personne, éventuellement de parole, éventuellement d'essayer de dénouer ce moment terrible que la personne a passé durant son agression. Mais d'un point de vue judiciaire, puisqu'en fait on peut effectivement s'intéresser à ça par la suite, on n'a pas vraiment de pouvoir quand on est dans l'institution. Hein. Et puis, ce que je voudrais insister sur ces problèmes de violence intraconjugale, c'est qu'effectivement, il y a ce qu'on va recevoir, nous, aux urgences, et par contre, ce que va découvrir l'infirmier à domicile, par exemple. Et comme vous en parliez très très bien, effectivement, il y a plusieurs actions vis-à-vis de ces patients. Il y a effectivement les orientations vers les associations qui pourront être effectivement de très bons conseils, mais il y a la charge au-dessus qui est compliquée, et on en parlera, je pense, tout à l'heure, qui va être effectivement le signalement, mais qui ne va pas être le signalement au conseil départemental, pour une enquête sociale qui va peut-être aboutir à des tas de mises en place de, comment dirais-je, de garde-fous, etc. Non, ça va être le signalement, mais aux autorités judiciaires. Et on le verra tout à l'heure, nous avons maintenant la possibilité assez librement de pouvoir signaler, sans spécialement l'accord de la victime, aux autorités judiciaires, mais ça demande un exercice extrêmement prudent. Et je reviendrai sur 2-3 exemples, entre autres 2 qui m'ont particulièrement marqué tout à l'heure quand on évoquera la modification de la loi. Voilà. Merci beaucoup. Véronique Péché, bonjour et merci de nous avoir rejoints. Pouvez-vous un petit peu nous préciser la place des infirmiers en matière de dépistage et d'orientation ?
Donc, comme il a été dit un peu par tout le monde, la place des infirmiers est essentielle, mais ce ne sont pas les seuls acteurs, hein, clairement. Donc, en matière de dépistage, effectivement, le dépistage est difficile. Quand vous parlez des femmes victimes de violences, ce sont des femmes qui ont peur, qui sont dans la culpabilité, qui vont pas forcément parler. Donc, recueillir cette parole-là, c'est quelque chose qui est difficile. Donc, peut-être que en travaillant sur un dépistage systématique, donc avec des questions ouvertes pour n'importe quelle femme, qu'elle vienne pour des choses complètement différentes, que ça devienne quelque chose de régulier, que l'on puisse se poser une question du genre êtes-vous en sécurité chez vous, quelque chose qui pourrait permettre la liberté de la parole, pour que les femmes sachent que même si elles viennent pour autre chose, cette parole est possible. C'est déjà un premier pas. Les infirmiers, il faut le rappeler, travaillent partout. C'est-à-dire qu'on les retrouve à la fois à la naissance, auprès des enfants, auprès des adolescents, auprès des adultes, auprès des personnes âgées. Donc on couvre tout le champ des violences intrafamiliales. Donc une fois que cette parole peut être libérée, c'est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'effectivement on peut les orienter ou vers des associations. Il faut peut-être qu'il y ait plus de protocoles au sein des hôpitaux, parce que comme vous le disiez bien, Madame Casagrande, les infirmiers parfois ne veulent pas voir, parce que c'est compliqué pour eux, parce qu'ils savent pas quoi faire. Une fois que le dépistage est fait, qu'est-ce qu'on va dire à la victime ? Donc c'est déjà un premier pas de pouvoir mettre en place un outil systématique. Merci beaucoup, Véronique Péché, à nouveau. L'Ordre infirmier a récemment publié sur son site des fiches pratiques destinées aux infirmiers sur les violences. Pourquoi ces fiches et pouvez-vous nous expliquer en quoi elles sont utiles? Alors pourquoi ces fiches? Parce que quand on regarde les enquêtes qui ont été faites par la MIPROF, donc la mission interministérielle de protection des femmes, on se rend compte d'enquêtes faites auprès des infirmiers et auprès des étudiants en soins infirmiers, bon ça date d'avant Covid, mais on se rend quand même compte que finalement les infirmiers ne sont pas très au courant. Alors je ne parle pas des infirmiers qui travaillent dans des lieux particuliers de prise en charge de victimes. Eux forcément ils savent, mais les autres ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant des numéros dont vous avez débattu ici sur le plateau. Et les fiches veulent simplement être des fiches d'information. Donc c'est de l'information sommaire. On a repris un peu le même format sur l'ensemble des fiches. Donc une première fiche violence conjugale, une deuxième fiche maltraitance des mineurs, une troisième fiche maltraitance notamment des personnes âgées à domicile. Donc chaque fois on rappelle une définition, donc les définitions officielles, le cycle, le cercle de la violence, les signes cliniques qui pourraient permettre de dépister. On retrouve sur ces fiches également l'attestation, c'est-à-dire quand la personne demande à l'infirmier de réaliser une attestation, il a l'obligation de le faire avec toute la prudence que cela nécessite. Donc une vraie observation clinique, par exemple des marques sur le corps, ou quand il y a eu des propos, il faut que ce soit bien mis entre guillemets, c'est des propos de la personne, il ne faut pas interpréter. Et l'ensemble de la fiche reprend tout ce qui concerne le secret professionnel. Est-ce qu'on peut, dans le cadre des violences conjugales, y déroger et à quelles conditions, etc. Et à la fin de la fiche, on a mis toute la prise en charge multisectorielle et pluriprofessionnelle, avec tous les numéros dont vous avez parlé, et puis vers qui l'infirmier peut se tourner pour justement pouvoir mettre les femmes, les enfants ou les personnes âgées, je vais dire, le plus possible en sécurité. Merci beaucoup, Madame Péché, pour ces précisions. Pierre Lemaire, aujourd'hui, on constate assez peu de signalements de ces faits de violence et de maltraitance. Aujourd'hui, selon vous, quels sont les freins qu'il faut lever pour permettre ces signalements? Alors, tout d'abord, il faut bien faire la différence entre le signalement aux autorités administratives comme le conseil départemental qui va effectivement, comme le disait Madame, avoir la protection de l'enfance et la protection généralement des familles qui sont en difficulté, et le signalement judiciaire. Le signalement judiciaire, c'est quelque chose de très particulier et ça fait partie, si vous voulez,
d'une modification de la loi de 2020, mais avant, le signalement judiciaire, ça nous permet de lever le secret professionnel. Il faut savoir que nous sommes tous tenus, professionnels de santé et autres d'ailleurs, personnel associatif, etc., surtout dans le contexte actuel, nous sommes tenus au secret professionnel qui est défini par un article du Code pénal qui est le 226-13. Et il s'avère que si on viole ce secret professionnel, nous sommes passibles d'un an de prison et de 15 000 € d'amende. Sauf qu'à des moments, la loi va autoriser, si vous voulez, la levée du secret professionnel. Cette loi qui autorise la levée du secret professionnel, c'est aussi une loi pénale, c'est l'article 226-14 du Code pénal, qui va vous donner un certain nombre de dérogations à la levée du secret professionnel. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, le secret professionnel, il existe 40 dérogations obligatoires de la levée du secret professionnel et une bonne dizaine de dérogations facultatives qui nous permettent de lever le secret professionnel. Dans le signalement judiciaire, justement, nous sommes en pleine levée du secret professionnel parce que la loi nous l'impose. Alors, il y a deux aspects. Il y a premièrement l'aspect des enfants. Il faut savoir effectivement qu'il y a 5% de maltraitants enfants qui sont signalés. Mais ça, l'enfant en danger, la loi pénale le prévoit depuis très longtemps. L'article 226-14 du Code pénal, alinéa 1, prévoit que n'importe qui voit un enfant dans une situation de danger ou effectivement ayant subi des sévices sexuels ou autres, doit le signaler aux autorités judiciaires. Qu'est-ce que c'est que les autorités judiciaires? C'est effectivement faire un signalement en bonne et due forme auprès du procureur de la République, qui, je vous le rappelle, est le seul à pouvoir prendre l'opportunité des poursuites. D'accord? Et je vais vous revenir sur le problème de l'opportunité des poursuites, surtout au niveau des femmes, si vous voulez, qui ont subi des violences à l'intérieur de leur couple. Donc au niveau des enfants, il y a une grande possibilité de pouvoir faire le signalement. Le signalement n'est pas sans danger. C'est les deux petites affaires que je voulais vous évoquer, qui remontent au début des années à la fin des années 90 et début des années 2000. 2 cas sont passés dans les hôpitaux lyonnais. Je pense que les gens qui ont fait de la protection de l'enfance s'en souviennent. Il y a un petit gamin qui est arrivé, 18 mois, il s'appelait Enzo. Il se présentait effectivement une douleur quelconque, il est passé à la radio et au niveau de la radio, ils se sont aperçus effectivement que le gamin avait des traits de fracture à peu près partout sur le corps. L'équipe soignante a considéré qu'il s'agissait d'un syndrome de Silverman, c'est-à-dire violence à l'enfant, et a immédiatement déposé une plainte auprès du procureur de la République. La police est arrivée, ils ont interpellé les enfants, l'enfant de 18 mois a été retiré des parents, les parents ont été placés sous contrôle judiciaire et l'enfant placé pendant plus de 3 ans dans une famille d'accueil, dans l'attente, effectivement, que le juge d'instruction accepte une contre-expertise permettant de s'avérer que cet enfant n'était pas effectivement victime de violence, mais était porteur de l'ostéogenèse imparfaite, c'est-à-dire la maladie des os de verre. Et très curieusement, dans ce même secteur, quelques années plus tard, même chose se reproduit, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est une petite fille qui s'appelle Camélia, sauf que le papa d'Enzo avait créé une association des enfants porteurs de la maladie des os de verre. Et la famille s'est retournée contre l'hôpital lyonnais, qui là, pour le coup, a été condamné par le tribunal administratif à 15 000 € d'amende pour erreur du diagnostic persistante. C'est une première judiciaire en France. Voilà. Ceci dit, ça veut dire que le signalement de l'enfant, ce n'est pas complètement anodin et qu'il faut, comme le disait très judicieusement pour vos associations, il faut se rapprocher pour avoir effectivement un autre avis et quelqu'un qui connaisse et qui puisse effectivement vous donner le langage. Okay? C'est très compliqué le signalement. Arrivent ensuite les femmes ou les hommes, parce que je rappelle quand même qu'il y a effectivement certaines femmes qui tombent sous le coup de leur mari, mais il y a aussi des hommes qui tombent sur le coup de leur mari. Je notais quand même qu'il y a eu 28 hommes tués en 2018 et il y en a eu 16 en 2020. Quand même. 50% étaient auteurs de violence. Voilà, exactement. Aussi, bien évidemment. Mais bon, ceci dit, ça existe. C'est pas un épiphénomène, ça existe aussi. Donc, chez les patients qui sont, du moins c'est chez les femmes qui sont effectivement victimes de violences, effectivement, il y a 2 aspects pour le signalement. Soit effectivement le praticien de santé, et je dis quand je parle du praticien, c'est-à-dire que ce n'est pas exclusivement la compétence du médecin, maintenant c'est justement la compétence de tous les professionnels de santé. Le Code pénal a bien révisé son texte. Avant c'était au médecin, maintenant c'est au médecin ou tout professionnel de santé. Donc dans cette alinéa, il dit mais il faut l'accord de la victime pour permettre, si vous voulez, de faire le signalement au procureur de la République.
Et en fait, l'objectif, c'est d'essayer de faire en sorte que la dame puisse déposer une plainte, soit accompagnée pour poser une plainte sur un conjoint violent. Ce qui se passe, quelquefois, ça marche, les dames vont déposer plainte. Puis, comme disait madame, il y a une telle pression qui existe de la part de l'auteur des violences que les femmes vont avoir tendance, là j'ai une affaire d'une jeune femme qui s'appelait Sonia, qui était enceinte de 7 mois, son mari le prenait à la gorge, etc. Elle a déposé plainte et sous la pression de la famille, elle a enlevé sa plainte. Mais ce qui est avantageux dans cette situation, c'est que le procureur de la République n'a pas besoin de la plainte. Et s'il y a une dépose, si vous voulez, au niveau des autorités judiciaires, c'est beaucoup plus simple pour le procureur de décider l'opportunité des poursuites ou pas. Ce qui est un peu plus compliqué quand on a effectivement, qu'on va chercher, si vous voulez, le conseil départemental qui a une action effectivement sociale, mais qui est plus complexe à aboutir, si vous voulez, à des sanctions judiciaires. Donc le procureur, dans ce cas de figure-là, n'a pas tenu compte, si vous voulez, du retrait de la plainte de la victime et a quand même condamné à l'isolement, si vous voulez, familial, l'auteur des faits. Avec contrôle bracelet électronique, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, elle a été traitée au tribunal de Meaux en mars dernier. Voilà. Ça, c'est le premier élément qui était autorisé, si vous voulez, aux professionnels de santé. Puis, la loi du 30 juillet 2020, justement, amenée justement contre les violences intraconjugales au sein d'un couple, a créé un nouvel alinéa, qui n'est pas sans, comment dirais-je, sans risque, on va dire, pour les professionnels. Celui-ci, c'est toujours au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du présent code. C'est le facteur aggravant. Voilà. Lorsqu'il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle-ci n'est pas en mesure de se protéger en raison des contraintes morales résultant de l'emprise exercée par l'auteur de la violence. Le médecin ou le professionnel de santé doit quand même s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure. En cas d'impossibilité de cet accord, il doit informer du signalement du fait au procureur de la République. Alors ça, vous allez me dire, ah super, on a enfin donné la possibilité aux professionnels de santé, donc dérogation facultative supplémentaire à la violation du secret professionnel. On a dit, ah bah très bien, il va pouvoir y aller, donc on va pouvoir régler le problème. Mais je ne crois que le problème, malheureusement, n'est pas réglé. Et je vous rejoins, madame, effectivement, il y a quelquefois, sous la pression médiatique, le gouvernement a tendance, effectivement, à faire du forcing. Je ne sais pas ce qui va se passer avec le problème des EHPAD à l'heure actuelle, mais j'attends le résultat. Mais quoi qu'il en soit, je pense que cette loi a été prise en forcing sans tenir compte, en fait, du professionnel de santé. Qu'est-ce qu'il devient, le professionnel de santé, qui va faire un signalement judiciaire? On n'est plus dans le cadre du conseil départemental. Quels vont être les risques de représailles qu'il y a derrière? Et ça existe déjà. Combien de cabinets médicaux ont été détruits? Combien de praticiens ont été violentés? À l'heure actuelle, c'est quand même exceptionnel. En plus, on était entré dans un tourbillon de violence avec le problème du Covid, où il fallait plus ou moins dire qui n'était pas vacciné, qui était vacciné, etc. Donc, bon, ce n'était pas le même contexte. Mais le professionnel de santé va se retrouver dans une situation qui va être extrêmement compliquée sur ce signalement. Donc, effectivement, il y a la possibilité de le faire, c'est bien. Mais il reste quand même le problème du professionnel de santé. Comment protéger le professionnel de santé? En plus, si vous voulez, cet article est extrêmement ambigu. Il faut qu'il y ait un danger vital imminent et il faut que le professionnel de santé ait perçu effectivement que la personne avait une emprise, que l'auteur des violences avait une emprise morale sur sa victime. Donc c'est très compliqué. Merci, monsieur le maire. Assez brièvement, comment ce sujet des violences intrafamiliales peut-il être mieux pris en compte au cours de la formation infirmière? Eh ben, je rejoins tous nos invités ici. Il faut effectivement que s'instaure un vrai dialogue, il faut que s'instaure un vrai langage commun, il faut que les professionnels de santé aient la possibilité, tout comme les auteurs de violences, de pouvoir se retourner sur des professionnels de santé ou sur des juristes qui vont pouvoir les accompagner dans leur démarche intellectuelle du signalement judiciaire. Moi, je suis sur le signalement judiciaire, je ne suis pas sur le signalement administratif, de façon à ce qu'on puisse effectivement avancer. Mais il faut que tout ce monde-là ait un dialogue commun et que tout le monde
parlent le même langage et qu'on porte cette parole, si vous voulez, au gouvernement, qui comprennent qu'effectivement, on ne peut pas créer des lois vite faites comme ça pour calmer les médias, en sachant pertinemment que derrière tout ça, il y a des individus, il y a des humains, il y a des soignants. Je voudrais juste rajouter que pour la formation infirmière initiale, des référents dans chaque institut de formation aux soins infirmiers sont formés par la MIPROF pour pouvoir dispenser cette formation-là aux étudiants. Et ça, c'est tout neuf et je félicite effectivement cette démarche parce qu'il faut que les gens aient un langage. La formation infirmière n'avait aucune notion, tout comme la formation médicale d'ailleurs, n'avait aucune notion de ce problème de violence. Merci Là beaucoup. aussi, si c'est nécessaire, les associations ont des centres de formation, donc elles peuvent, à la suite de la formation de la MIPROF, localement aussi soutenir aussi les infirmiers et les infirmières dans leur formation continue. Et puis juste un dernier point, c'est que le 3919 est aussi accessible aux personnes malentendantes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces précisions. Patrick Chamboredon, nous approchons de la fin de cette matinale. Comment renforcer la coopération professionnelle dont nous avons parlé sur le terrain? Ça a été dit, le sujet de la formation a été clairement énoncé. Alors nous, on n'est plus sur les professionnels en début de formation ou dans les IFSI, mais on est sur les professionnels en activité, quel que soit leur mode d'exercice. Et donc, on est en train de monter une formation avec la MIPROF qui doit avoir lieu très rapidement avant la fin de l'année, justement pour renforcer les compétences de chaque professionnel infirmier du Conseil de l'Ordre, dans chaque conseil départemental, pour lui permettre justement de mieux appréhender, de savoir quelle est la conduite à tenir, comme l'a très bien rappelé Pierre. Tous les ordres de santé, justement, Alice m'a contacté il n'y a pas longtemps. Il y a une instance qui s'appelle le comité de liaison interordre et vous allez intervenir tout à fait début septembre, justement pour qu'on revoie avec toutes les professions réglementées comment on peut faire pour faire mieux circuler la parole, mieux circuler l'information, parce qu'on voit bien que la connaissance, la détection passe aussi par connaître les ressources. Et on a besoin de ces moments-là d'échange entre nous pour pouvoir faire en sorte d'arriver. Et puis, je pense qu'il faut qu'on arrive à avoir des conventions avec les parquets, avec la justice, avec toutes ces associations-là qui, finalement, vont nous permettre d'être plus efficaces. Et on voit bien que le sujet là qu'on a tous porté, c'est vraiment un sujet d'information et de connaissance par les professionnels. Et puis, Pierre l'a dit, il y a aussi un sujet de connaissance du cadre réglementaire qui nous contraint, parce que cette loi, il y a une grande discussion qui se joue au sein des ordres sur comment on va intégrer dans chacun de nos codes de déontologie ces dispositions-là. Les ordres ne veulent pas faire du corporatisme, mais sont quand même aussi là pour protéger leur mandat. Et c'est vrai que quand il y a un signalement qui est fait, le professionnel se retrouve en difficulté. Et le contexte est d'autant plus particulier pour les infirmiers parce qu'ils sont au domicile. Et l'accès au domicile doit être préservé pour l'offre de soins, parce qu'il y a des patients qui doivent continuer à recevoir leurs soins. Donc c'est vraiment, on marche sur un fil très compliqué. Et donc cette question de la formation et de l'information va sur ce sujet-là. C'était la question que vous m'avez posée. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alice Casagrande, assez rapidement avant de terminer, sur quoi les travaux de votre commission vont-ils porter dans les prochains mois? Quelles sont les prochaines étapes pour le futur? Écoutez, le mot-clé, c'est que l'urgence des situations ne doit pas créer l'urgence de la réaction. Parce qu'on a beaucoup de partenaires, on a beaucoup de couches, on a beaucoup de publics, donc on a besoin de réfléchir tous ensemble. Donc là, la commission, dans les prochains mois, elle va s'attacher à proposer une gouvernance territoriale et à passer de la culture de l'alerte à la culture de l'accompagnement. Et comment va-t-elle le faire? Elle va le faire évidemment pas toute seule, puisque depuis le début, elle ne fait rien toute seule. Elle va travailler avec les ordres professionnels, ça a déjà été dit, on en est très heureux. Elle va organiser un séminaire de recherche avec 3 membres de la politique publique britannique et de la recherche, puisque je vous l'ai dit, c'est une politique publique ancienne et évaluée, fondée sur des données probantes. Il est également envisagé un webinaire qui va être organisé avec la Conférence nationale de santé. Vous le savez, la Conférence nationale de santé est le Parlement de la santé. Il y a donc à la fois les professionnels et les représentants des usagers, les associations. C'est extrêmement important de travailler tous ensemble. Elle va également concerter les ARS. Ça n'a pas été cité, mais elles sont aussi destinataires d'alerte, comme les départements et comme les parquets, mais bien sûr dans des modalités différentes. Et enfin, elle va proposer à la fin de l'année un plan interministériel de lutte contre la maltraitance de tous les publics vulnérables. En février dernier, Brigitte Bourguignon s'est assise après la crise Orpea dans notre commission. Elle nous a interpellés et elle nous a demandé des mesures et des idées. Et nous avons répondu, l'ensemble de la commission et moi-même, il n'est pas question de ne traiter que des EHPAD privés commerciaux,
que des personnes âgées dans ces endroits-là. Je suis très heureuse que le débat s'ouvre largement. Et vraiment, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, mais pas dans l'urgence. Il faut poser les choses, mesurer les ambiguïtés, mesurer nos forces, mesurer nos ressources, et on y va. Merci beaucoup. Notre matinale touche à sa fin. Je vais donc laisser le mot conclusif à Monsieur le Président de l'Ordre national infirmier, Patrick Chambouride. Moi, à part vous remercier, c'est un vrai plaisir parce qu'on voit bien que les chiffres qu'a cité Benjamin en début sont éloquents. Les chiffres que Mme Brier a donnés tout au long de son intervention sont terribles. C'est un constat, pas un aveu d'échec, mais on voit bien qu'on est au début d'un chemin qu'il faut absolument qu'on emprunte. Au sein du Conseil national, Véronique Péché s'occupe ardemment de ces sujets-là, à créer les fiches, à le lien avec la MIPROF, et on est vraiment partie prenante à fond aujourd'hui. Pierre nous a fait peur avec ces questions juridiques et tous ces points exhaustifs, mais c'était nécessaire aussi. Pascal Vigneron nous a alerté aussi sur le numéro d'appel, et je pense que c'était essentiel parce que les infirmiers sont au contact aussi de la petite enfance, et c'était un sujet comme tous les âges de la vie. Alice, vous l'avez très bien rappelé, tous ces sujets-là concernent la totalité des femmes, la totalité des hommes, Pierre l'a rappelé, et aussi des enfants. Donc il faut vraiment qu'on s'unisse nos forces, et le travail avec la CNSA qui va s'engager, je l'espère, avec l'égide du ministre, permettra justement de nous pousser pour aller plus loin et de faire en sorte qu'on arrive à mieux appréhender, à mieux détecter, à mieux prévenir et à mieux prendre en charge ces questions des violences intrafamiliales. Moi, je n'en dirai pas plus, mais en tout cas, juste revenir encore une fois, faire un peu de prosélytisme et de lobbying pour ma profession. C'est mon rôle, et de rappeler que les infirmiers et les infirmières qui ont regardé cette matinale ont une charge importante et un challenge à relever, parce qu'il faut qu'on arrive à accueillir la parole. Et pour accueillir la parole, il faut être informé et savoir comment faire et avoir les ressources autour de soi pour pouvoir le faire. Donc, qu'il soit à l'hôpital ou en ville, quel que soit leur mode d'exercice, en santé au travail ou à l'école, on voit bien que le rôle des infirmiers est de proximité, et vraiment de repérage et de veille au quotidien. Donc, les infirmiers vont, sous l'impulsion de ce que va produire le Conseil national, avec tous les partenaires qu'on a là, finalement être mieux informés et être plus efficaces dans ce repérage. Le challenge est à relever. Je crois qu'il est devant nous. Pas dans l'affect, avec raison et beaucoup de passion, mais beaucoup d'intelligence. Et donc, je vous remercie d'avoir accepté de participer à cette matinale. On va la rediffuser et la diffuser sur nos réseaux sociaux. Et je vous invite à la relayer, et à chacun des infirmiers qui auront regardé cette émission à faire la promotion autour d'eux. C'est un sujet de santé publique, c'est un sujet de société, parce que ça permet de faire société, de combattre ce fléau-là. Je vous remercie d'avoir participé et d'avoir écouté cette matinale, et je vous dis à très bientôt. Merci bien. Pour votre invitation. Merci.